On a toujours tendance à dire que Didier Deschamps appelle toujours les mêmes joueurs, mais il y a eu quelques joueurs qui ont eu très peu de sélection, et c'est pourquoi je voulais faire une petite vidéo pour se remémorer certains joueurs que vous avez sûrement oubliés avec le maillot bleu, mais qu'ont pourtant bien porté ce dernier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va parler sur cette vidéo des joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France sous Didier Deschamps. Et on s'en souvient pas forcément. Alors, on se souvient pas forcément. Tout est relatif. Hein. Ça se trouve, il y en a. Ils vont se souvenir de tous. Et bravo à vous. Moi, il y en a quelques-uns où je m'en souvenais, mais j'avoue qu'il y en a d'autres où j'ai été un peu surpris. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé les 8000 abonnés, donc merci à vous. Franchement, c'est top. Je crois même qu'on a dépassé les 8100 là, donc franchement, ça marche super bien. Merci à vous d'être nombreux, merci à vous pour les retours sur les dernières vidéos. Par contre, il y a encore énormément de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Il se peut que j'apparaisse dans votre feed, mais en fait, vous n'êtes pas abonné, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes, hein, c'est pour aider la chaîne à se développer. Donc encore merci en tout cas pour vos retours. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, petite précision, je me suis basé sur des joueurs qui ont eu moins de 10 sélections. Il y a des joueurs qui en ont eu plus, qui auraient pu être cités, mais pour moi, s'ils ont eu plus de 10 sélections, on est un peu obligé de s'en souvenir, j'ai envie de dire. Et autre précision, le but n'est pas de dire que les joueurs ne méritaient pas d'être en équipe de France, pas du tout. Hein. Vraiment, c'est pas le but de cette vidéo. Vous commencez un peu à connaître la chaîne. Le but c'est juste de dire que voilà, ils ont eu leur chance en équipe de France. Malheureusement, leur carrière pour certains ont fait qu'ils n'ont pas été rappelés. Voilà, je voulais juste en parler. En tout cas, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par le joueur que j'ai mis en miniature et on va donc commencer par Paul-Georges Ntep. Donc il est formé à Bretigny, il rejoint Auxerre en 2010, à ses 18 ans, où il va jouer avec les U19 et ensuite il va monter en pro. Et Ntep, c'est un véritable phénomène. Je me souviens de potes lensois qui avaient été voir Lens Auxerre où Lens avait gagné 4-1, il me semble que c'était en 2013 de mémoire. Et il m'en parle encore aujourd'hui de Paul-Georges Ntep, c'est un des joueurs qui m'a plus impressionné au stade, il était vraiment bluffant. Et Paul-Georges Ntep, du coup, il confirme, il signe à Rennes, donc dans un club de Ligue 1 en 2014. Et lors de sa saison 2014-2015, il continue à confirmer son potentiel. 35 matchs, 9 buts, 7 passes décisives, donc c'est plus que correct. Et ça va lui ouvrir la porte de l'équipe de France lors du rassemblement de juin 2015. Il fera une entrée lors d'un match contre la Belgique, où la France va perdre 4-3. Son entrée en jeu arrivera lors de ses 10 minutes de jeu, et il aura le temps quand même de faire une passe décisive. Il aura un peu plus de temps de jeu quelques jours après lors d'une nouvelle défaite, cette fois-ci contre l'Albanie. Et après, plus rien en bleu. Malheureusement en Rennes, ça va se compliquer, il va avoir beaucoup de pépins physiques, donc ça va pas forcément l'aider pour sa progression. En 2017, il décide donc de quitter la Bretagne et il va en direction de Wolfsburg en Allemagne. Malheureusement, les pépins physiques continuent, ça ne va vraiment pas pour lui. En plus de ça, il explique dans une interview dans le Foot Mercato qu'il a un peu de mal avec son adaptation tactique. Ce qui lui était demandé à Wolfsburg n'était pas du tout ce qui lui était demandé à Rennes ou à Auxerre, donc il a un peu de mal là-dessus. Et avec le physique qui ne suit pas, forcément, c'est pas évident. Il sera prêté 1 an à Saint-Etienne, il reviendra ensuite à Wolfsburg et après il fera un prêt du côté de Kayserispor en Turquie, sauf que malheureusement il va y avoir des problèmes, que ce soit à la fois physiques, comme à Saint-Etienne d'ailleurs, ou également des problèmes de paiement de salaire. Heureusement, Wolfsburg prenait 50% du salaire et ont donc payé quand même une partie du salaire de Paul-Georges Ntep, mais sinon il n'était pas payé à Kayserispor. Donc ils mettent fin à ce prêt et il revient donc à Wolfsburg, mais après il y a le confinement donc il joue plus. Et en 2020 il revient en France mais en Ligue 2, à nouveau en Bretagne mais ce coup-ci à Guingamp. Il va faire 14 matchs avec une petite passe décisive, mais encore une fois hein, le corps n'y est plus vraiment donc c'est assez compliqué. Et il va essayer de retrouver du plaisir en partant au Portugal, plus précisément à Boavista. Et de ce que j'ai pu lire dans les interviews, apparemment à Boavista il s'y plaisait vraiment, en tout cas il se plaisait dans la ville de Porto. Et malheureusement, il n'a été gardé qu'1 an, il n'est pas resté. Et aujourd'hui, de ce que j'ai pu essayer de trouver, et depuis l'été 2022, malheureusement, il est sans club, ça fait 1 an qu'il joue pas. Après, comme j'ai dit, il a vraiment beaucoup de pépins physiques, il joue avec des tiges dans chaque pied, donc c'est pour vous expliquer vraiment toutes les contraintes physiques qu'il a dû endurer. Et franchement, c'est vraiment dommage parce que moi, Ntep, j'étais assez surpris de son talent quand il arrive à Rennes. À Auxerre, j'avoue que j'avais pas trop suivi. Mais à Rennes, je voyais vraiment un phénomène. J'étais très content quand il avait été sélectionné avec Deschamps. Et malheureusement, ça s'est compliqué, c'est dommage. Didier Deschamps prend la sélection après l'Euro 2012, juste après Laurent Blanc. Et lors de sa première liste, il prend un joueur, Mapou Yanga Mbiwa. Et dès le premier match sous l'air Deschamps, Mapou Yanga Mbiwa sera titulaire à côté de Mamadou Sakho. Donc Mapou Yanga Mbiwa qui venait gagner le titre avec Montpellier en 2012, donc il était vraiment très fort et c'était complètement mérité qu'il soit sélectionné et qu'il soit même titulaire, donc à côté de Mamadou Sakho. Il va enchaîner ensuite 3 titularisations, contre l'Uruguay comme je l'avais dit, la Finlande et la Biélorussie. Et ensuite après il sera plus appelé dans les rassemblements qui vont suivre.
parce qu'il va partir du côté de Newcastle en Angleterre en janvier 2013. Ça va pas forcément se passer pour le mieux pour lui. 18 mois après, donc on est en août 2014, Mapuyanga Mbiwa est prêté du côté de l'AS Roma, où les premiers mois sont très bons, ce qui va lui valoir du coup une 4e sélection, où il va être à nouveau titulaire. Donc le mec, 4 sélections, 4 titularisations. C'est plutôt propre. Le match était un 1-1 un peu timide contre l'Albanie, où ce coup-ci il sera pas accompagné de Mamadou Sakho, mais il sera accompagné de Raphaël Varane. Et puis après, plus rien en bleu. L'AS Roma va payer l'option d'achat, mais finalement va le vendre 6 mois après à l'Olympique Lyonnais. Et à l'Olympique Lyonnais, ça a été plus que compliqué. Les premiers matchs n'ont pas forcément été bons, et puis il a un peu disparu des circulations. Ça a vraiment été un fiasco pour l'Olympique Lyonnais parce qu'il a été en réserve sans jouer pendant quasiment 2 ans de mémoire. Et un salaire énorme. En tout cas, on apprend de nos erreurs, parce qu'on n'a plus du tout fait ça avec aucun défenseur central. Et depuis fin 2020, donc, et la fin de son contrat, et plus rien en fait. Plus rien pour Mapuyanga Mbiwa. Là, il vit à Dubaï actuellement. Où il profite de la vie. Il disait dans une interview en 2022 à Al Payad qu'il envisageait un peu à l'image d'un Cabella de revenir et qu'il attendait un peu l'appel de Laurent Nicolin. Visiblement, il l'attend toujours. Donc voilà, en tout cas, ouais, Mapuyanga Mbiwa, vraiment incompréhension autour de lui, parce qu'à Montpellier, c'était vraiment un rock. Après, est-ce qu'il a surperformé? Après, est-ce que la surperformance existe dans le football? Ça, je vous laisse en débattre, mais vraiment, vraiment dommage. Lui, c'est un gardien qu'on a découvert en Ligue 2 avec Sedan. Il était formé au Stade Malien de Caen, où il est arrivé dès l'âge de 8 ans. Prêté à Vannes une année, il arrive donc libre du côté de Sedan, dans les pas de Nicolas Sachi et de Patrick Regnault. Bon, ceux qui ont plus de 30 ans les connaissent, les autres, je suis désolé. Et après 2 belles années du côté de Sedan, où d'ailleurs il remporte le titre de meilleur gardien de Ligue 2, il signe à Rennes, et à Rennes, ça se passe vraiment bien. À Rennes, il va faire 6 très belles années de 2011-2007, il va donc être appelé plusieurs fois. Bon, malheureusement, quand on est gardien, vu qu'on est en général appelé numéro 2 ou numéro 3, c'est difficile d'avoir du temps de jeu. Et lui, il va connaître qu'une sélection de ce fait. Il va la connaître contre la Côte d'Ivoire, un 0-0. Donc une seule sélection, pas de but pris. Donc Benoît Costil est invaincu en équipe de France. Bon, je sais pas si ces stats vaut quelque chose, mais voilà, je trouvais ça plutôt drôle. Et après 2017, donc Costil va rejoindre Bordeaux. Il va continuer à connaître un peu de rassemblement. Et malheureusement, la dernière année a été très compliquée à Bordeaux quand Bordeaux est descendu. Et après, Costil a signé donc à Auxerre pour jouer à nouveau le maintien, mais visiblement mentalement, il était plus du tout prêt à revivre ça. Donc au bout de 6 mois, il a quitté Auxerre et aujourd'hui, il est au LOSC en tant que doubleur. Visiblement, son contrat s'arrête en juin 2023. Il est venu que pour 6 mois. Apparemment, il n'y aurait pas forcément de prolongation. C'est dommage. Je trouvais que c'était une belle idée d'avoir un numéro 2 comme Costil. Mais ouais, en tout cas, Benoît Costil a bien porté le mot de l'équipe de France une fois. Clément Grenier est un joueur formé à l'Olympique Lyonnais et étant fan de l'Olympique Lyonnais, j'avoue que Clément Grenier, j'étais vraiment très très fan, j'ai saoulé énormément de potes avec Clément Grenier. Et il fait vraiment du bon boulot et il est récompensé donc par un appel de Didier Deschamps en juin 2013, où il va faire 3 entrées lors d'une défaite 1-0 contre l'Uruguay, une défaite 3-0 contre le Brésil et un 0-0 contre la Belgique. Deschamps va continuer à l'appeler quelques fois, même si il rentrera pas en jeu, mais il sera quand même pris dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde en 2014. Il va disputer de nouveaux matchs pour se préparer pour cette dernière. Donc le 4-0 contre la Norvège ainsi que le 1-1 contre le Paraguay. Mais malheureusement, il a contracté une blessure et il va devoir donc déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Et c'est un autre joueur qui sera dans la liste plus tard qui va le remplacer, qui faisait partie des réservistes. Et après, Clément Grenier ne sera plus appelé parce qu'il va les enchaîner, les blessures, lui aussi, malheureusement. À Lyon, ça va devenir compliqué. Il va donc être, dans un premier temps, prêté à la Roma, où le prêt va lui être plutôt bénéfique de connaître une culture, mais il n'aura pas vraiment de temps de jeu. Mais lui, il expliquait, notamment dans l'after, qu'il avait plutôt apprécié son passage à la Roma d'un point de vue tactique, et voilà, de changer un peu de culture. Il va rejoindre ensuite Guingamp. Et à Guingamp, ça se passe pas trop mal, donc ça décide Rennes de vouloir lui donner une chance. Donc il va signer libre à Rennes, mais malheureusement, il va être inconstant, encore une fois, à cause de blessures. Et depuis ces nombreuses blessures, il n'a pas forcément le niveau escompté. Donc il va quitter Rennes. Et aujourd'hui, il est à Majorque. Et à Majorque, c'est pareil. Il n'a pas forcément énormément de temps de jeu. Donc voilà, c'est dommage pour Clément Grenier. Lui se sent apte à 100% là à Majorque, mais il n'a pas forcément la confiance. Comme j'ai dit, malheureusement, plus il y a de blessures, plus c'est difficile d'un point de vue athlétique d'être fort et d'être constant. Donc voilà, malheureusement, Clément Grenier est à Majorque et je ne sais pas si ça va continuer pour lui là-bas. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, l'équipe de France, on peut dire que c'est fini pour lui malheureusement. Et donc le remplaçant de Clément Grenier à la Coupe du Monde, qui était réserviste, c'est bien lui, c'est Rémi Cabella, qui avait fait vraiment de belles années à Montpellier et également un prêt à Arles-Avignon qui était plutôt fructueux.
Et en 2014, suite à la blessure de Clément Grenier, il se retrouve dans la liste, sauf qu'il ne va pas jouer un match lors de la Coupe du Monde. Par contre, il avait fait une première sélection juste avant également en tant que réserviste, donc lors du match contre la Norvège, contre Clément Grenier, où il était rentré pendant le 4-0. Et visiblement, il s'est bien intégré dans le groupe malgré le fait qu'il ait joué aucun match, parce que en septembre et en octobre, il est à nouveau appelé, il va connaître 3 nouvelles sélections, contre l'Espagne, contre la Serbie et contre l'Arménie. Et l'aventure en bleu, elle se finira là pour Rémi Cabella. D'ailleurs, entre la Coupe du Monde et les rassemblements en septembre-octobre, Rémi Cabella a quitté la France et a signé en Angleterre à Newcastle, et je pense que c'était pas forcément le meilleur choix pour lui. Alors c'est plus facile à dire après coup, mais il avait clairement pas le jeu et le physique pour pouvoir jouer en première ligue. Donc ça a été assez compliqué pour lui. Il signera ensuite à l'OM, où malheureusement c'était pas forcément la meilleure version de l'OM, donc c'était un peu compliqué de briller. Il rejoint ensuite Saint-Etienne, où ça se passe bien pour lui, et donc ils vont réussir à le vendre plutôt cher après par la suite, 12 millions au club russe de Krasnodar. Et à Krasnodar, je vais pas vous dire que j'ai vu les matchs de Krasnodar, mais en tout cas de ce que j'avais pu lire, c'était plutôt bien. Il était plutôt heureux là-bas et il avait plutôt des belles statistiques. Mais il quitte la Russie quand la Russie déclare la guerre à l'Ukraine et il se retrouve à Montpellier pendant quelques mois avant de signer là cette saison au LOSC. Et au LOSC, franchement, moi, il m'a bluffé, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur le mercato idéal de Lille ou sur la vidéo sur les réussites. Cabella, c'est vraiment une belle réussite. Beaucoup de passes décisives, voilà, et on va voir comment ça va se passer par la suite pour lui. Je pense quand même que la porte de l'équipe de France est fermée pour lui, on va pas voir trop. Franchement, voilà, Rémi Cabella, quand même eu 4 sélections de l'équipe de France, et c'est pas rien. Ruben Aguilar arrive en Ligue 1 en 2017, après des années à Auxerre et dans les réserves de Saint-Etienne et Grenoble. Après 2 bonnes saisons à Montpellier, Ruben Aguilar signe à Monaco, où il va plutôt faire du très bon travail et ça lui ouvrira assez logiquement les portes de l'équipe de France. Et il connaîtra une sélection en novembre 2020 où il rentrera à la place de Léo Dubois contre la Finlande à la 71e. Se dire qu'il y a moins de 3 ans c'était Dubois titulaire et Aguilar remplaçant lors d'un match de l'équipe de France, on se dit que dans le foot ça va vite quand même, parce que là, Aguilar, il est vraiment en difficulté maintenant. À Monaco, ça se passe de moins en moins bien. Il est titulaire, mais après, Monaco ne va pas forcément bien non plus, donc c'est pas forcément évident de briller. Mais il est quand même assez souvent à la ramasse, je trouve, quand je regarde Monaco, c'est assez compliqué. Et Léo Dubois, il est remplaçant à Galatasaray, donc voilà. D'ailleurs, c'est le petit Boé qui a 22 ans, qui est en espoir, qui a pris sa place au poste d'arrière droit. Donc voilà pour Aguilar, une seule sélection. Il a aujourd'hui 30 ans et honnêtement, ce serait assez surprenant de le voir être appelé à nouveau. Sachant que derrière, il y a des Simakan, il y a des Kaloulou qui n'ont toujours pas été appelés et qui sont jeunes et qui peuvent représenter l'avenir. Je pense qu'Aguilar, ce sera un joueur qui aura qu'une sélection. Au moins, il aura eu plus de temps de jeu que Franck Jurietti. On va rester sur les arrières droits qui ont eu une sélection en équipe de France et on va parler de Nordi Mukiele. Un arrière droit d'ailleurs qui est lui aussi passé par Montpellier, où il avait vraiment été vraiment plutôt bon, c'était une belle révélation. Ce qui attire Leipzig qui va quand même poser 16 millions pour Nordi Mukiele. Et Nordi Mukiele a vraiment progressé à Leipzig car il a appris à attaquer mais également à défendre. Nagelsmann l'a mis dans plusieurs conditions tactiques. Mukiele donc va être appelé assez logiquement parce que je me rappelle que ça faisait plusieurs rassemblements qu'on disait que ce serait bien que Mukiele soit appelé. Et il a enfin été appelé, il a connu une sélection. C'était contre la Finlande également, comme Aguilar, sauf que lui, c'était une année après, c'était en 2021, et c'était une victoire de 0 de l'équipe de France. Et après, il n'est plus du tout appelé. Par contre, Mukiele, on va pas dire qu'il sera plus sélectionné, parce que, pourquoi pas. Il est arrivé là au PSG l'été 2022, où je trouve que moi, le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a plutôt été bon quand il a remplacé Hakimi. Ça a vraiment pas été si mauvais, malheureusement, les 3 derniers mois, il a été blessé, donc on l'a plus vu. Mais c'est loin d'être un mauvais joueur, et je pense que lui pourrait, par la suite, revenir en équipe de France. Alors, je dis pas que c'est une certitude, De toute façon, rien n'est sûr dans le foot, mais en tout cas, il a un niveau et il a l'âge encore pour espérer être appelé à nouveau en équipe de France. Bon, lui, on est sûr qu'il fera qu'une sélection avec l'équipe de France parce que maintenant il a rejoint l'Algérie, mais Oussem Aouar a bien connu une sélection avec l'équipe de France. Lui, il a plutôt fait un match, on va dire, assez particulier et assez atypique car c'était le match contre l'Ukraine. Et c'est le match où l'Ukraine avait énormément de malades liés au Covid. Et donc c'était une équipe quasiment bis avec, je crois, le 3e gardien, c'était l'entraîneur des gardiens, enfin quelque chose d'assez fou. Et donc Aouar avait été titulaire dans ce match et ils ont gagné 7-1. Aouar a fait 2 passes décisives, donc voilà, bravo Oussem. Et il est sorti à la 59e, remplacé par Antoine Griezmann. On va pas forcément revenir sur la carrière d'Oussem Aouar, parce qu'Oussem Aouar, il a fait que l'OL, et là il connaît son 2e club là, à la prochaine saison. Il a signé à la Roma, on lui souhaite d'ailleurs toute la réussite, et comme je l'ai dit, donc il va rejoindre également l'Algérie. Là, normalement, il va faire ses premières sélections avec l'Algérie, là, au moment où je tourne. J'ai pas forcément vu quand était le prochain match de l'Algérie, mais en tout cas, on est en pleine période internationale.
Et bah ouais, Oussama Aouar aurait dû connaître plus de sélections en France. Enfin, peut-être que finalement, heureusement pour lui, parce qu'il a choisi l'Algérie, donc peut-être qu'au final, le destin fait bien les choses. Mais les dernières années ont été un peu compliquées pour Oussama Aouar du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc on espère pour lui que bah, ça va aller mieux par la suite, parce que c'était un joueur qui était vraiment pétri de talent et il a fait des choses avec Lyon dans ses premières années qui étaient vraiment, vraiment surprenants. Donc, euh, donc voilà, on espère que pour lui, la suite va être plus belle. Lui aussi va connaître la sélection en ayant porté le maillot lyonnais. Mais Tanguy Ndombele, il arrive d'Amiens en 2017 où il était vraiment très très fort. Et il était tout simplement monstrueux à Lyon, Tanguy Ndombele. Et il est forcément récompensé logiquement par des sélections et il est appelé par Didier Deschamps. Dès octobre 2018 où il va entrer en jeu contre l'Islande et contre l'Allemagne. Ensuite en novembre, une nouvelle entrée en jeu contre les Pays-Bas. Et après, il va être titulaire contre l'Uruguay. Donc ouais, franchement, pas trop mal. Il faudra attendre après ensuite juin 2019 pour le revoir être appelé en équipe de France contre la Bolivie et contre l'Andorre. Avant de le voir une septième et une dernière fois en équipe de France, mais ce sera beaucoup plus tard, ce sera en mars 2021. Car entre-temps, Ndombele a signé à Tottenham en 2019 et ça a été assez compliqué l'adaptation tactique également pour lui et je pense également physique. Clairement, ça demande une grosse intensité, il avait pas forcément le coffre pour, en plus je pense que le prix du transfert a dû un peu le peser clairement comme beaucoup de joueurs malheureusement. Et même s'il y a eu quelques petites périodes, c'est pourquoi d'ailleurs il a été appelé en mars 2021, mais il y a quand même eu beaucoup de pépins physiques, donc on n'a pas forcément bien vu Ndombele. Il a été prêté à l'OL pour 6 mois pour remplacer Guimarães, sauf que c'était pas du tout le même profil et clairement c'était une mauvaise idée et il a pas fait le boulot escompté, très clairement. Là, il a été prêté au Napoli, et au Napoli, le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a pas été ridicule, loin de là. Malheureusement, il est tombé sur un milieu indéboulonnable, Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka et Piotr Zielinski. Donc c'était assez compliqué de se trouver une place dans ce milieu à 3 qui était vraiment plus que complémentaire et parfait. Donc ouais, Ndombele, malheureusement, il n'a pas forcément eu le temps de jeu escompté, mais voilà, là, il va retourner à Tottenham. J'espère pour lui qu'il va trouver une autre porte de sortie, un club sera capable de de lui donner confiance et qu'on retrouve le Ndombele qu'on a vu à l'Olympique Lyonnais. Je sais pas quel club peut être capable de faire ça, mais en tout cas, c'était un joueur pétri de talent. Et j'espère qu'on retrouvera voilà ce bon Ndombele, même si j'avoue être un peu sceptique. Formé à Rennes, il rejoint Monaco où il explose après lors de la saison 2016-2017, la fameuse saison où Monaco finit champion de France et va en demi-finale de Ligue des Champions. Et forcément, ça va attirer Didier Deschamps et il va lui donner une sélection. Il sera appelé lors du rassemblement de mars en 2017, sauf que malheureusement, la sélection est assez chaotique. C'était un match contre l'Espagne, il y a eu 2-0 et il a été fautif et vraiment pas bon sur ce match. On a clairement vu qu'il était pas au niveau de la sélection et il sera malheureusement plus rappelé. Et sa carrière a été assez compliquée derrière. Il signe à Chelsea plutôt pour un gros montant. D'ailleurs, sa carte FUT 2018 me terrorise encore. pour les joueurs de FUT, je pense que vous savez de quoi je parle. Et après, il a enchaîné les prêts, un an au Milan, un an au Napoli où ça allait un peu mieux. Il a été reprêté à nouveau 2 ans au Milan, sauf que là, cette saison, il a quasiment pas eu de temps de jeu. C'était assez compliqué. Et là, il va retourner à Chelsea, je pense qu'il va être vendu, ça m'étonnerait que Chelsea le garde, ou encore prêté, mais bon, ce serait dommage. Et vu le nombre de joueurs, je pense qu'il y a un moment, il va falloir peut-être vendre du côté de Chelsea. Et Tiémoué Bakayoko, il me semblait qu'il avait rejoint la Côte d'Ivoire, mais il a toujours pas eu de sélection en Côte d'Ivoire, donc il peut très bien être appelé en équipe de France, mais moi, de mémoire, il avait choisi la sélection ivoirienne, donc on va voir comment ça se passe pour lui, mais je pense que l'équipe de France, dans tous les cas, est trop loin pour lui maintenant. Formé à l'OL, il est prêté 6 mois en 2014 à Auxerre avant de signer à Nice et c'est vraiment à Nice où il va se révéler. Il est dans les meilleures périodes de Nice, à l'époque des Ben Arfa, des Balotelli, la douette avec Valère Germain, Nampalys Mendy, Willian Cyprien, enfin bref. Cette équipe de Nice était assez forte en 2016-2017 et Player faisait clairement partie de ces joueurs qui étaient vraiment bons, que ce soit la première année sous Puel ou la deuxième année sous Favre. Et en 2018, il signe en Allemagne, plus précisément au Borussia Mönchengladbach, où il continue à briller, ça va lui ouvrir les portes de l'équipe de France. Il participera à un seul match, lui c'est lors d'une victoire 1-0 contre l'Uruguay, où il jouera 10 minutes et puis il sera appelé sans jouer en octobre 2019, avant de plus du tout être appelé. Actuellement, il est toujours à Gladbach d'ailleurs, il a 30 ans maintenant, c'est plutôt un ailier gauche, en tout cas il joue sur le côté. Il a marqué en l'arbre de ses guettes de but, fait 9 passes décisives, et c'est un joueur qui pourrait plutôt être une bonne pioche justement pour un de ses anciens clubs, Lyon-Nice, je pense qu'il pourra encore apporter, parce que c'est plus forcément un grand buteur, par rapport à son positionnement, mais en tout cas, il a une belle vision de jeu et ça pourrait vraiment être une bonne pioche.
Geoffrey Kondogbia va jouer ses premières gammes à Lens et il va être ensuite vendu 4 millions à Séville. Et à Séville, il explose totalement, il est vraiment trop fort. Et c'est comme ça qu'il va connaître la première sélection l'été qui suit où il jouera 63 minutes contre la Belgique, 0-0 le score final. Il signe le même été à Monaco pour 20 millions d'euros où il continue d'être performant et il sera appelé mais un peu plus tard en mars 2015. Entre temps, il fera pas mal de matchs avec les espoirs, ce qui explique pourquoi il n'était pas forcément toujours là. Il va jouer une dizaine de minutes lors de la défaite en amical contre le Brésil 3-1, titulaire lors de la victoire 2-0 contre le Danemark. Il fait d'ailleurs une passe décisive lors de ce match. Puis 90 minutes contre l'Albanie où ils perdent 1-0. Et à l'été 2015, il signe à l'Inter. À nouveau sélectionné en septembre, victoire de 1 contre la Serbie. Et ce sera sa dernière sélection avec les Bleus, parce qu'à l'Inter, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va être appelé en octobre, mais il ne joue pas. Et il va être absent de la liste à l'Euro également en 2016. Et il est appelé après l'Euro en septembre 2016, mais il ne joue pas. Et ses 5 sélections sont des matchs amicaux, donc il va pouvoir choisir une autre sélection. Et il va rejoindre le Centrafrique. D'ailleurs, avec l'Inter, la deuxième saison est très compliquée. Il est prêté à Valence, où ça se passe beaucoup mieux, en 2017. Avant d'être acheté en 2018 par le club valencien, et il va signer fin 2020 pour 15 millions d'euros à l'Atlético de Madrid, où c'est un joueur de rotation, même s'il a eu pas mal de temps de jeu lors d'une certaine saison. Mais là, cette saison, il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais quand il joue, il n'est pas forcément si mauvais que ça. En tout cas, voilà pour Geoffrey Kondogbia, 5 matchs, mais 5 matchs amicaux, donc il a pu choisir une autre sélection. On va retourner avec nos arrière-droits pour qu'une seule sélection et on va parler de Sébastien Corchia que j'aimais vraiment beaucoup du côté de Sochaux et du côté du LOSC et je lui voyais vraiment une belle carrière, ça a été plus que compliqué. Le début de carrière est très bon, il brille du côté du Mans, donc il signe à Sochaux en 2011, le LOSC le recrute en 2014 et il est vraiment bon et c'est à Lille que les portes de la sélection vont s'ouvrir. Il est appelé en septembre 2016 ainsi qu'en octobre et en novembre, mais c'est en novembre qu'il va connaître sa première sélection contre la Côte d'Ivoire et il est appelé à nouveau en mars en 2017 mais il va pas jouer ce coup-ci. Et l'an d'été, il quitte la France direction Séville, et c'est là où ça va vraiment se compliquer. À Séville, il va vraiment être en difficulté, donc ça va lui valoir un prêt à Benfica qui a pas forcément bien marché non plus. Il va ensuite être prêté à l'Espagnol, et ensuite, après ce prêt, il va se retrouver sans club en 2020, et c'est Nantes qui va donc le recruter. Et à Nantes, ça a été, on va dire, mi-figue, mi-raisin, sans être trop méchant. Et là, le nouvel entraîneur de Nantes n'en veut pas, donc voilà, son contrat se termine. Là, j'ai lui qui voudrait partir en MLS. Il a raison à 32 ans, s'il peut trouver une aventure comme ça avant de prendre sa retraite, je trouve que c'est plutôt bien. Donc on va voir comment ça va se passer pour Corchia. Mais en tout cas, une petite sélection pour lui en équipe de France. Dans les premières listes de Deschamps, Clément Chantôme a été appelé. C'est un joueur qui était correct au PSG, et moi j'avoue jamais avoir été un grand fan de Clément Chantôme, pour être tout à fait honnête. Je l'appelais un peu Monsieur Passe Retrait, peut-être 100% de passes de réussi, mais il n'y en avait pas beaucoup vers l'avant, donc voilà, j'étais pas forcément un grand fan. Et il a joué 30 minutes en bleu lors d'un match amical contre le Japon, et ça s'arrête là. Victoire 1-0 du Japon d'ailleurs. Et c'est tout. Il a été ensuite prêté à Toulouse en 2013 car il était barré par le trio Verratti, Mota, Matuidi. Il revient en 2014 et 6 mois plus tard, il signe à Bordeaux. Mais à Bordeaux, ça se passe pas forcément bien, donc il signe après libre du côté de Rennes. Et il est prêté à Lens 18 mois après son passage à Rennes et en Ligue 2. Franchement, Clément Chantôme, ça n'a pas forcément été rayonnant non plus. J'en parle encore des fois avec avec mes fameux potes lensois qui m'ont parlé d'Entep et franchement, Chantôme, ça n'a pas laissé un grand souvenir à Lens. Et ensuite, il rejoint le Red Star pendant 1 an. Il se retrouve 6 mois sans club, puis il signe à Poissy. Et là, il est à Chartres. Donc, ouais, voilà, 35 ans. On pouvait quand même peut-être attendre un mieux de sa carrière, Clément Chantôme, même si moi, une fois, comme j'ai dit, j'étais pas forcément son plus grand fan. Mais bon, il a au moins eu la joie de goûter la sélection. Joshua Guilavogui commence à émerger du côté de Saint-Etienne en 2010, et en 2013, il gagne la Coupe de la Ligue en faisant vraiment une très belle saison qui plus est, et cela va lui valoir d'être sélectionné par Didier Deschamps en juin et en septembre. Il va donc connaître une sélection lors de la défaite contre l'Uruguay 1-0, contre le Brésil 3-0, et également en août contre la Belgique où il y a eu 0-0. Et donc il va être appelé après contre la Géorgie et contre la Biélorussie, donc 0-0 et 4-2 pour la France contre la Biélorussie. D'ailleurs contre la Biélorussie, il a joué qu'une seule minute, mais bon, ça compte. Et entre-temps, il signe à l'Atlético de Madrid lors la dernière journée du Mercato, sauf que ça se passe vraiment pas bien pour Guilavogui, donc en fait l'année d'après, il va être à nouveau prêté à Saint-Etienne. Puis ensuite, il va être prêté 2 ans à Wolfsburg, et Wolfsburg va l'acheter définitivement, et aujourd'hui, il est encore à Wolfsburg. Lors de son prêt à Saint-Etienne, d'ailleurs, on retrouve Guilavogui, il est plutôt bon, d'ailleurs, ça lui vaudra 2 nouvelles sélections. Une contre la Suède et une contre le Danemark où la France gagne 1-0 et 2-0, et après, il va être prêté à Wolfsburg, et après, on va plus le voir en équipe de France. Il est encore aujourd'hui à Wolfsburg, et il a été prêté entre-temps lors de la saison 2021-2022 à Bordeaux, où ça a été
très compliquées pour lui, notamment comme la saison de Bordeaux, hein, mais ça va pas forcément il va pas forcément laisser des souvenirs très grands du côté de la Gironde. Et là voilà, là, il a Wolfsburg et je pense qu'on peut clairement dire que son parcours en équipe de France se finit. Après, dans le foot, tout est possible, mais bon, clairement, il a plus forcément le niveau escompté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Petite conclusion en vous disant que j'ai pensé à Eliakim Mangala, qui a eu que 8 sélections. Mais en fait, il a tellement été appelé sans jouer que je me suis dit que ça n'avait pas forcément de pertinence de le mettre. D'ailleurs, aujourd'hui, à 32 ans, il me semble qu'il est sans club, Mangala. Donc, pour un joueur qui avait été acheté, 45 millions à City en 2014, compliqué. Il y a également des joueurs qui ont été appelés et qui n'ont jamais été sélectionnés, enfin qui n'ont pas connu de sélection. Je peux penser à Benjamin Lecomte, Jordan Amavi, Aymeric Laporte, Louis Perrin, Romain Alessandrini. J'en avais parlé dans une autre vidéo, une des premières vidéos de la chaîne. D'ailleurs, je sais pas si je vous conseille de la regarder parce que franchement, il y a pas, c'était assez compliqué le début de la chaîne. Elle a plutôt bien marché, hein, elle a fait son nombre de vues, mais bon voilà, il y a eu du progrès, il y a eu du poids perdu. Franchement, on rend mieux aujourd'hui. Hein. Et j'ai pas parlé non plus d'Etienne Capoue parce que Etienne Capoue, j'en avais parlé dans la vidéo sur qui est plutôt plus récente pour le coup, les joueurs qui ont marqué qu'un seul but en équipe de France. Donc voilà, c'est là je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir, une vidéo qui avait extrêmement bien marché d'ailleurs. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, c'est très important pour le référencement. Merci encore pour votre soutien. Là, la chaîne est vraiment en train de connaître sa meilleure période, hein, donc c'est vraiment top. Et on se retrouve samedi vers 10h et on va parler, donc on va faire un Que sont-ils devenus, l'épisode numéro 2, et on va parler des joueurs de l'équipe de France 98, donc voilà, les champions du monde, donc voilà, j'ai hâte de vous sortir ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, j'espère que je suis pas trop transpirant à la caméra parce qu'il fait une chaleur de fou, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tchuss.